bonjour à tous. On est toujours au Japan Tour. Japan Tour, voilà, je suis perdu. Alors ouais, c'était la semaine dernière, monsieur, mais tout va bien. On y était aussi, au Japan Expo 2025. Je suis avec Caroline Segara, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bah ça va comme un deuxième jour de Japan Expo. Ouais, ça va. Donc ça va peut-être un peu moins bien qu'hier, mieux que dimanche. Mieux que dimanche normalement. Ouais, parce que ça va être très fatigant, une grosse Japan Expo avec plein de choses, il se passe plein de choses. On va en parler. D'abord, on va remettre un peu de contexte. Caroline, aujourd'hui, comment est-ce que tu te présentes? Parce que tu as multiples casquettes. Oui, j'ai pas assez de tête clairement pour toutes ces casquettes. En général, je me présente comme une animatrice malgré tout, parce que ça reste la fonction dans laquelle j'exerce et qui me permet de nourrir mon enfant aujourd'hui. Mais je me définis aussi comme streameuse, étant donné que en plus je suis animatrice principalement sur Twitch pour des clients comme aujourd'hui, par exemple, j'étais effectivement chez Glénat, la maison d'édition qui fait par exemple One Piece. Je vois qu'il y a un petit Wanted derrière, très joli. Et du coup, c'est vrai que voilà, je me définis plutôt comme une animatrice pour l'instant. Je fais aussi des interviews, je fais de la voix off, je fais de l'animation sur scène. C'est tout dans ce domaine globalement, on va dire, même si je commence à faire pas mal d'activités également dans l'ombre. Je coordonne des projets, comme justement le projet Share Your Japan qui a été fait en collaboration avec Japan Expo. Oui, je serai sur la scène Sakura le samedi à 14h pour présenter le projet. Quel programme. Et il y aura un voyage au Japon à gagner pour le public, puisqu'on va faire un quiz avec un caout. Donc voilà, sacré programme. Il va falloir s'accrocher là. Oui, parce que je continue les lives de Glénat aussi en parallèle. Donc hardcore. C'est non-stop, c'est du sport. C'est très sportif. Si on remet un peu le contexte, toi c'est vrai qu'on te connaît vachement pour tous les univers de la pop culture depuis. Alors moi je vais dire No Life TV. C'est un bon départ. Ouais, c'est un bon départ. On est pas mal. On est plutôt pas mal. C'est vraiment là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Alors quand on s'était vu à Japan Tour, c'était pour la Flanders Company aussi. Oui. Voilà. Et puis ça continue. Moi dans mes petites notes, j'ai Glénat Manga Live, j'ai Manga Sur, etc. Donc en fait, à chaque fois, t'as une appétence pour ces univers des animes, de la pop culture, etc. Bien sûr. J'ai cette appétence pour cet univers-là depuis toute petite, mais je m'en étais pas rendu compte avant de finalement arriver vraiment au lycée, ce moment où il faut vraiment se mettre à choisir une voie parce qu'il faut décider des études qu'on a envie de faire derrière si on continue en tout cas à en faire. Et c'est vraiment parce que j'aimais le Japon et que j'aimais les mangas que je me suis tournée justement vers l'animation. Il y avait une école qui formait aux animateurs radio et je suis partie dans cette direction parce que j'avais pas du tout envie de montrer ma tête. Je voulais vraiment plus développer ma voix en vrai et dans l'ombre. Moi je voulais bien rester en l'ombre. Je me disais un petit boulot pépère à la radio parce que j'avais encore des illusions. Je me disais la radio c'est pépère. Oh non. Pas du tout. C'est un peu comme tout le reste finalement. Et en fait ça m'a permis déjà d'acquérir des bases, des compétences parce qu'on avait des très bons professeurs. Et par la suite je me suis rendu compte que juste finalement avoir ces compétences-là c'était pas forcément suffisant. Et c'est de là que je me suis mis en fait à apprendre le japonais. J'ai fait une fac de japonais, ce qui m'a permis de vraiment compléter finalement un petit peu toutes mes compétences par rapport à cette thématique qui me plaisait, qui était le Japon et sa pop culture. Et c'est vraiment le coup de chance, c'est vraiment la bonne étoile, puisqu'en faisant mes études de japonais, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait sur le projet de No Life et vraiment l'enchaînement s'est fait là et tout est parti de là. C'est le chemin parfait. En quelque sorte, oui. Le destin. Ouais, c'est ça exactement. Une fois que je reprends un peu l'historique. Bien sûr. Une fois que No Life, voilà, on connaît la fin de l'histoire, même s'il y a eu des rebondissements. Oui, d'ailleurs, je conseille le super livre. J'en ai déjà parlé, je crois, la semaine dernière, le super livre No Life Legacy. Oui, fait par Florent Gorge, qui l'a édité chez Omake Books. Omake Books, tout exactement, à fait. Qui est hyper cool. Il a été en 2 parties, avant la fin, après la fin. Oui. Et du coup, on t'est cité plusieurs fois parmi tout l'historique. Comment tu rebondis, par où tu rebondis, comment ça va se passer? Donc tu étais passé par la case radio après No Life. D'ailleurs, tu as fait de la radio avant No Life ou Oui, j'ai travaillé à Radio France. À Radio France. Pas longtemps du tout parce que j'étais très très jeune en sortant de l'école de radio et on m'a pas gardé parce que j'avais pas du tout la voix adaptée. J'ai retrouvé des maquettes il y a quelques années, j'ai réécouté ma voix. J'avais vraiment une petite voix de petite fille un peu comme ça et ça n'allait pas du tout avec l'image de Radio France. Et petite digression, pour le coup le contenu n'était pas du tout pop culture sur Radio France? Le contenu n'était pas du tout pop culture.
l'aventure, c'était vraiment, je travaillais pour France Bleu. Ok. Donc c'est vraiment Les trucs locaux, c'est ça, régionaux. Exactement. En fait, il y avait donc l'antenne de Paris sur laquelle j'étais stagiaire. Ok. Et du coup, ensuite, on m'a engagée pour essayer, malgré mon jeune âge et mon manque d'expérience. Ils ont vraiment été gentils de me donner ma chance. J'ai été remplaçante. En fait, il y a vraiment une équipe de gens qui tournent dans toute la France pour les différentes antennes. Et du coup, je suis partie à France Bleu Berry Sud, où pendant une semaine, j'ai remplacé quelqu'un et c'était vraiment pas évident, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et c'est vraiment ces maquettes-là que j'ai récupérées, que j'ai réécoutées. Je me suis dit, oh là là, la petite voix de petite fille, ça détonne en fait. Après, parce que c'est vraiment des adultes sur France Bleu. Tout créateur, alors que dans l'animation comme toi, mais même les créateurs aujourd'hui, ils aiment jamais revoir les anciens. De toute façon, on est toujours un peu critique. Ça fait un peu, on a un peu, tu sais, c'est embarrassant. Voilà, c'est un peu honte quand même. J'avais fait ça comme ça, avec cette voix-là et tout. Voilà, bon. Je reviens. Donc, No Life. Oui. Tac. Donc, alors déjà, No Life, c'est pas une seule casquette. Tu vas animer plusieurs choses. Tout à fait. Et est-ce que déjà, pendant les années, alors je sais plus, on est sur combien d'années de vie de No Life, est-ce que tu commences déjà à faire des choses à côté, à bosser pour des clients, etc. Oui. Ou tu te focuses? Non, ouais, d'accord. Donc... Tout a commencé grâce à No Life parce que ça a été ma plus belle école finalement. Ouais. Et en fait, No Life m'a permis de me développer sur plusieurs domaines, puisque moi j'avais principalement l'animation et j'avais des bases de journalisme parce que dans l'école où j'avais été, en fait, on formait les journalistes radio aussi. Et donc j'avais suivi une partie du cursus. Donc je savais comment gérer, en tout cas, l'émission qu'on m'avait confiée, qui était Auto, une émission sur la musique japonaise. Et j'étais particulièrement droguée de musique japonaise à l'époque. Et c'est une des raisons qui font qu'on m'a mis sur ce créneau. Et en fait, donc j'ai développé cette émission-là, mais je me suis développée également sur le montage vidéo, sur la réalisation d'émissions, et également après sur l'aspect plus technique même de la vidéo de manière générale, puisque je me suis occupée de la mise en diffusion des clips de musique, aussi bien français que japonais qui arrivaient sur la chaîne. Donc je me suis formée à finalement comprendre les formats vidéo, à les retranscoder pour que ce soit adapté pour la diffusion en France, le nombre d'images secondes, vraiment il y a tellement d'éléments. Aujourd'hui, j'ai un peu oublié tous les termes, mais c'était très complexe et on essayait de trouver des solutions, évidemment avec les membres de l'équipe technique de No Life, et on arrivait à faire des choses qui étaient vraiment géniales. Et c'était hyper intéressant aussi d'apprendre grâce à No Life les relations professionnelles avec le Japon. Enfin, moi, ça a été une de mes plus grandes écoles pour tout ce que je développe aujourd'hui. Pendant que j'étais à No Life, mais vraiment beaucoup plus tard, juste avant que je parte de No Life, je me suis fait beaucoup de relations avec d'autres sociétés qui travaillaient aussi dans la pop culture, parce que ça se développait de plus en plus. Et j'ai été rédactrice pour un magazine qui s'appelait Japan Lifestyle. Pendant quelques temps. Excellent. Au tout début ou pas? C'était, je crois que c'était les premiers numéros. Moi, je me suis abonné, j'étais ado. Et je me suis abonné à Japan Lifestyle pendant peut-être la première année. En tout cas, moi j'ai écrit pour 5-6 numéros à peu près, je crois. Il y avait des interviews. C'était hyper intéressant parce que c'était complètement différent. C'était très écrire cool. Pour de l'écrit et pas écrire pour de l'oral. Ça a changé complètement et ça me demandait de retravailler vachement plus le vocabulaire, de rechercher. Vraiment, c'était un nouvel exercice qui me plaisait bien, en tout cas, à mettre du coup dans mon CV. Et effectivement, après No Life, en fait, moi je suis partie en 2015 avant que ça s'arrête. Parce 2015. Que ça s'est arrêté en 2018. Parce que je suis devenue maman et j'arrivais vraiment plus du tout à, moi en tout cas, gérer. J'étais beaucoup trop, on va dire, dans mon travail. J'arrivais vraiment pas à décrocher du travail, mais parce que c'est un travail que j'aimais beaucoup trop. Et du coup, en fait, j'arrivais absolument pas à doser. Donc je suis partie et j'ai travaillé à mi-temps pour une web radio qui s'appelait Japan FM. Japan FM, ok. Et je suis restée quelques mois avec eux avant de les quitter pour me recentrer plus sur moi. J'avais besoin de me retrouver. Et c'est un petit peu à ce moment-là qu'est arrivé Twitch dans ma vie. Et là c'est encore une nouvelle aventure qui a débuté avec Twitch. Et est-ce que ça va être un des premiers moments où tu vas aussi créer du contenu de toi-même d'une certaine manière? Oh non, il y avait déjà eu avec No Life, vous aviez, par exemple avec Rudy, vous étiez à l'origine de certains projets. C'était toujours Rudy quand même qui était vraiment le moteur. Ok, alors qu'avec Twitch, là, tu vas créer vraiment des choses... Oui, en fait, c'était un peu l'aventure dans le grand vide parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait que quand on est sur No Life, on a la communauté de No Life qui est là. Quand on va commencer à créer des choses par soi-même, on ne sait pas si on va être suivi, si les gens vont quand même venir, si finalement on aimait bien ce qu'on proposait et que du coup les gens se vont suivre. Donc c'était un peu effrayant. Mais j'ai commencé sans m'attendre à rien. C'était, je pense, la meilleure démarche. Et j'avais acheté la Switch, il y avait Zelda qui était dessus. Et du coup, j'ai
passé une année entière à ne pas du tout parler de musique japonaise, à vraiment me concentrer spécifiquement que sur jouer à Zelda en parlant à des gens, donc réapprendre aussi à parler à un public parce qu'on n'est pas sur une émission de télé, on n'est pas sur un podcast non plus qui est monté, carré, avec limite aucune respiration, on est vraiment sur quelque chose de vachement plus libre, plus libre antenne dans l'idée, voilà, plus libre antenne, mais en même temps j'essayais de rester dans quelque chose d'assez cadré pour me dire que voilà, je continuais à ne pas perdre non plus, j'avais vraiment tellement peur de plus savoir parler. C'est quelque chose qui m'effrayait vraiment beaucoup. Et en fait, vraiment, Twitch a été un élément qui m'a beaucoup aidé à me maintenir là-dessus. Et en fait, mine de rien, ça m'a beaucoup aidé aussi à développer du coup des contacts parce que si j'avais pas fait Twitch, si j'avais pas entrepris plusieurs projets sur Twitch, parce que du coup j'ai créé des concepts dessus. Je me suis redirigée vers le manga, là où j'étais très passionnée de musique japonaise, mais Twitch et la musique japonaise, c'était compliqué. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y avait des problèmes de droit et tout. Donc je suis repartie sur le manga que j'aimais déjà à la base. Et j'ai commencé à proposer une case le vendredi dans mes streams. Ça s'appelait le vendredi lecture. Et petit à petit, j'ai contacté des maisons d'édition, eu ce qu'on appelle des services presse, et puis une autre maison d'édition, en montrant, regardez, j'en parle comme ça, etc. Et en fait, vraiment, tout s'est fait petit à petit, ce qui m'a ensuite amené à intégrer plus tard Mangasure. Mangasure qui a donné naissance à un projet que j'ai créé avec un journaliste qui s'appelle donc Le Cri du Mochi. C'est une émission qu'on fait pour parler de manga aussi, donc dans l'actualité, puisqu'on parle que des titres qui sortent dans le mois. C'est devenu une émission mensuelle aujourd'hui. Donc voilà, au fur et à mesure, en fait, tout ce qui a pu se développer, c'est vraiment grâce à toutes ces initiatives que j'ai mis en place sur Twitch au départ toute seule, en me disant qu'est-ce que ça va donner, et ça se développe. Et j'ai envie de rebondir sur, quand je reprends dans ton parcours, il y a un moment que j'ai bien retenu où tu t'intéresses à la technique, etc. Quand tu te lances sur Twitch, tu es obligé à un moment donné d'avoir toutes les casquettes. Est-ce que finalement, le fait de n'avoir pas été allergique à la technique, parce qu'il y a des gens, ils vont dire, moi je suis dans l'animation, mais je veux pas savoir ce qui se passe derrière. Est-ce que le fait d'y avoir touché un jour, tu t'es dit, ok, ça me fait pas peur, parce qu'il y a beaucoup de gens, le côté technique de se lancer sur Twitch leur fait peur. Tu dis, ouais, ça me fait pas peur, j'ai déjà touché, de toute façon je vais y arriver, je vais arriver à streamer. J'avoue que j'avais tout le matos et c'est ça qui m'a en vrai vachement encouragée. Bon, après j'ai un peu triché parce que mon mari, c'est Cyril Lambin, c'était le directeur technique de No Life. Ça va. Il était à la maison. Après, vous savez ce qu'on dit, c'est les cordonniers les moins bien chaussés. Parce qu'il était en mode, je fais déjà ça toute la journée, et maintenant que je fasse ça en rentrant aussi, j'ai pas trop envie. Donc il m'a quand même énormément aidé sur le setup, sur beaucoup de choses. Mais bon, c'est vrai que par exemple, le cable management, personne n'atteint le niveau de Dame Dame. Je pense que c'est vraiment la plus extraordinaire là-dessus. Nous, on n'y arrive pas. Regardez les cable management de Dame Dame, c'est une dinguerie. Les réals, mais même tout le setup, c'est magnifique à chaque fois. Oui, non, elle a un setup de psychopathe, mais c'est vrai que j'avais vu pas mal de vidéos où elle montrait sa manière de coordonner son cable management, et à chaque fois je me disais, mon cerveau est déjà perdu, elle fait ça beaucoup trop bien. Et nous, on n'a jamais réussi. Nous, on n'a jamais réussi à faire des choses un peu comme ça, mais j'avais déjà un setup, et aujourd'hui, mon setup est toujours plutôt bien installé, même si je pense qu'il y a toujours moyen d'améliorer. Quand je regarde des streamers aujourd'hui, je me dis, waouh, ils ont des trucs de fou, ils ont des lumières derrière qui s'activent avec leur voix et tout. Et vraiment, c'est très développé. Moi, j'ai juste une bibliothèque de manga derrière moi, puisque c'est quand même le fond de mon programme aujourd'hui. Je parle globalement que de manga. Et tu bosses tes contenus, c'est ça aussi. Et je les bosse énormément. C'est beaucoup alors à la fois de la recherche, de l'écriture. Ça dépend de quel va être le domaine dans lequel je vais devoir justement travailler un manga. Si c'est par exemple pour une émission avec Glénat, ça dépend est-ce qu'il faut juste parler des différentes thématiques du manga, est-ce qu'il faut aussi présenter le mangaka, est-ce qu'il faut chercher le contexte de la création de ce manga. Ça dépend de pas mal d'éléments, et en fonction de ça, évidemment, je fais mes recherches et j'explique mes contenus, etc. C'est très aléatoire, mais c'est en fonction, on va dire, un petit peu de la demande de mes différents clients. Alors, quand il s'agit du Cri du Mochi, c'est pour moi, donc c'est totalement différent. Mais voilà, globalement, un petit peu comment ça se passe. Mais c'est vrai que là, par exemple, pour les Glénat Manga Live, Glénat Manga Festival, puisqu'on est à Japan Expo, toutes les séries qu'on va aborder, il faut toutes les lire. Bien sûr, c'est du boulot. Il faut développer tout plein de questions qu'on va pouvoir aborder avec les différents invités qui, eux aussi, ont lu le manga et l'ont bien aimé. C'est pour ça qu'on les invite. Et aborder ces thématiques, éventuellement avoir des théories sur les raisons pour lesquelles telle série parle de ce sujet-là, de cette manière-là, etc. Donc c'est super intéressant, parce que des fois, ça nous ouvre les yeux sur des choses qu'on n'avait pas forcément vues. Mais du coup, c'est
comme tu l'as dit, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, ouais. Et ça mélange plein de domaines différents. C'est intéressant aussi pour les gens de comprendre hein, que c'est pas juste on arrive comme ça, on allume le stream et on improvise. Non, il y a beaucoup de boulot. Je reviens juste sur la Japan Expo. Alors, tu l'as abordé rapidement au début. Donc, il y a Glénat, ça c'est sûr. Tout à fait. Tu as dit que tu avais un programme de folie. Donc, il se passe des choses sur scène, le fameux voyage à gagner. Est-ce que tu peux nous résumer les différentes étapes, là, les différentes choses où est-ce qu'on va te retrouver encore sur les 2 jours qui viennent? Eh ben, sur les 2 jours qui viennent, globalement, je suis chez Glénat de 10h à 17h30 à peu près. 10h, ils ont alors la chaîne, c'est une chaîne Twitch qu'ils ont pour l'occasion, c'est leur chaîne Twitch habituelle? C'est leur chaîne Twitch habituelle qu'ils ont depuis plusieurs années, puisque je suis animatrice pour eux depuis 2020. Donc c'est la même chaîne que sur les mangas live en fait. Glénat Live, voilà, c'est twitch.tv/Glénat Live. Sauf que du coup, comme c'est le festival, en fait, on diffuse aussi bien sur mon channel que celui de mon co-animateur qui s'appelle Ken Bogard. Donc c'est sur les 3 channels en même temps. Par contre, les cadeaux qu'on fait gagner sur le live de Glénat, c'est sur le channel de Glénat qu'il faut participer pour pouvoir tenter sa chance et remporter des goodies. Donc globalement, les 2 jours de 10h à 17h30 avec au milieu une pause déjeuner assez conséquente qui me permet du coup le samedi à 14h d'aller animer cette scène pour le projet. Je vais pas manger, je vais aller animer cette scène. Samedi, ça va être un peu tendu. Donc là, à découvrir. Donc scène qui, par contre là, pour le coup, pour les gens qui nous regardent à distance, on pourra pas découvrir ça. Ça sera pas en live. Hein. Pour le coup, non, faut être sur place. Faut être sur place. La scène Sakura, c'est sur place et du coup, c'est que pour le public qui sera dans la salle. Il en faut aussi. Fatalement, voilà, ce voyage au Japon. J'espère que la personne sera contente de gagner son voyage au Japon. Je pense que personne ne peut être déçu de gagner un voyage au Japon. J'espère vraiment sincèrement. Ça m'étonnerait fort. Dernière question avant de te libérer pour tes projets. Est-ce que toi, tu as d'autres projets plus perso, pas forcément avec des clients? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de développer sur ta chaîne, dans tes contenus, des formats, ou tu en fais déjà bien assez et il faut savoir aussi lever? Alors concrètement, je partirais sur l'idée que j'en fais beaucoup trop déjà en ce moment et que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de réussir à gérer avec et le repos et la vie de maman. Mais c'est vrai qu'il y a... Juste pour l'évoquer comme ça, parce que c'est une discussion que j'ai re-eue avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps, mais il y a 3-4 ans, j'avais aussi développé un concept Twitch où on parlait de manga, mais pas n'importe quel manga, on parlait de manga pour adultes. Parce qu'en fait, je trouvais intéressant à l'époque de pouvoir aborder ces mangas, donc vraiment, clairement, tout ça, de pouvoir les aborder sans avoir besoin d'être juste très primaire dessus. En fait, des fois, il y avait vraiment des titres qui sortaient du lot et c'était pas pour dénigrer d'ailleurs les autres, d'ailleurs, mais c'était juste parce que je me disais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui osent pas se lancer non plus dans ces lectures-là parce que déjà, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir dans les mains et comme c'est des trucs très fétichisants, du coup, en fait, c'est vraiment des œuvres qui sont faites pour des gens qui vont aimer telle thématique. Donc en fait, on lit les tags et on sait à peu près à quoi s'attendre dessus. Et il y en avait vraiment certains qui étaient super originaux. Et je me disais, mais je suis contente de l'avoir lu parce qu'il existe des hentai avec un vrai scénario. On en a reparlé hier avec des cosplayers qui avaient le même. Ils sont pas forcément super nombreux. Et en plus, aujourd'hui, si un jour je pouvais reprendre ça, mais j'ai vraiment plus eu le temps depuis 3-4 ans. J'ai vraiment plus eu tout le temps. Mais si je pouvais reprendre ce concept-là à un moment donné, moi, j'aimerais énormément y inclure les mangas érotiques pour le public féminin, qui en fait est quelque chose de très développé au Japon et qui cette année commence à se développer en France. Là, il y a 3 labels qui se sont mis dessus. Je me suis dit, bon, disons, c'est 2025, c'est fabuleux. Et c'est des sujets qui sont très intéressants parce que du coup, on a totalement 2 visions différentes qui s'opposent. La vision évidemment celle pensée pour des hommes hétéronormés et une autre vision qui est pensée sur le plaisir féminin. Et du coup, c'est pas les mêmes histoires qu'on raconte du tout. Intéressant. En fait, c'était super intéressant. Donc, si un jour je pouvais reprendre ça, je développerai sur ce sujet-là. Voilà. Affaire à suivre. Exactement. Merci beaucoup, Caroline. On te souhaite bon courage, surtout pour le reste de la fin de vie. On se dit à très bientôt. Merci. Salut. Bye bye.